Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé ce lundi à Mwanda, dans le Congo central, les travaux de construction du port en eau profonde de Banana. Ce projet doit développer les capacités de la RDC en termes de croissance et de logistique. Et pendant ce temps, la population de la province du Haut-Katanga est dans la psychose suite à l'incursion des rebelles Bakata Katanga dans le territoire de Mitwaba. Mais la situation est déjà sous contrôle des FARDC. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé ce lundi à Mwanda les travaux de construction du port en eau profonde de Banana. Ces travaux seront exécutés pendant près de 3 ans. Pour le président de la République, ce projet doit développer les capacités de la République démocratique du Congo en termes de commerce et logistique, tout en accompagnant la croissance du pays et en jouant un rôle capital dans l'intégration régionale. Une fois ce port construit, il offrira au pays une ouverture sur la mer avec la capacité de recevoir des navires de plus grande capacité. Et pendant ce temps, dans le Haut-Katanga, on signale depuis dimanche l'incursion des miliciens Mai Mai Bakata Katanga dans le territoire de Mitwaba. Et malgré la psychose dans les chefs de la population, les FARDC ont la maîtrise de la situation. Une équipe gouvernementale est attendue sur place. En effet, il est resté longtemps silencieux après sa fuite de Lubumbashi en 2020. L'ancien seigneur de guerre Gédéon Kyungu Mutenga vient de faire sa première déclaration. C'est dans une lettre adressée et remise aux autorités locales de Mitwaba le samedi 29 janvier 2022 par ces hommes que le seigneur de guerre Gédéon Kyungu ainsi que son épouse exigent dans cette lettre l'indépendance du Katanga. Après l'arrivée de la première, deuxième et troisième vague de miliciens à Bakata Katanga, enfin c'est l'épouse de l'ex-seigneur de guerre venue après avoir pris contact avec les autorités locales pour authentifier la correspondance signée par Gédéon Kyungu exigeant justement l'indépendance du Katanga à partir du territoire de Mitwaba. La confusion en ce moment règne dans la commune rurale des Mitwaba avec une présence accrue des miliciens Mai Mai Depi le samedi 29 janvier. Des miliciens séparatistes arrivés dans plusieurs colonnes ont investi les bureaux du territoire. Aujourd'hui, nous parlons du 4e groupe qui vient d'entrer dans la cité administrative de Mitwaba à plus de 450 km de Lubumbashi. Le nombre actuellement est estimé à plus de 250 personnes depuis le samedi matin. Les uns ont voulu se rendre auprès des autorités locales, mais les autres ont présenté leurs lettres et revendications sur l'autodétermination du Katanga qui porte la signature de Gédéon Kyungu. Le niveau d'alerte en ce moment est élevé dans la cité des Mitwaba. Toutefois, personne n'a été agressé ni attaqué par ces éléments de la milice de Mira et autres anciens Mai Mai alliés sur place à Mitwaba. Les miliciens ont déposé aux autorités locales de Mitwaba une lettre de Gédéon Kyungu qui déclare l'instauration de la République du Katanga, comme je le disais, et les autorités locales semblent être un tout petit peu débordées, faute des moyens logistiques ni financiers pour leur cantonnement et restauration en attendant les négociations. Aujourd'hui, lundi, le gouvernement provincial du Haut-Katanga, tenu de main de maître par le gouverneur Jacques Kabola-Katoué, avait déjà précédemment déployé un dispositif sécuritaire conséquent pour maîtriser la situation sur place. Et au moment où nous vous parlons, le gouverneur lui-même, le gouverneur Jacques Kabola-Katoué, est en train de se préparer pour descendre sur place afin de s'enquérir de la situation pour la protection et la sécurité de la population de cette partie de la province du Haut-Katanga. D'une province à une autre, l'administrateur militaire de Magui, le colonel Jacques Ndiassoa, appelle la population de Magui à faire confiance au FARDC et à bannir tout esprit d'autodéfense en chefferie de Panduru, mais à collaborer avec l'armée afin de neutraliser les forces du mal dans la province de l'Ituri. Déclaration faite au cours d'une communication à la presse. Regardez.
La situation sécuritaire en territoire de Mahagi reste sous contrôle de forces armées en dépit de quelques cas isolés d'insécurité enregistrés la semaine dernière dans certaines localités, notamment Katanga, Rona et Aou, assurance de l'administrateur du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dussanoa, au cours d'une communication à la presse. Pour le moment, la situation sécuritaire dans les territoires de Mahagi est relativement calme. Et toutefois, nous avons enregistré des cas isolés d'insécurité que nous avons pu maîtriser, notamment à Aou, Rona, Katanga et Amé, où on a déployé un dispositif militaire pour sécuriser davantage ces entités. Par la même occasion, le numéro 1 du territoire de Mahagi appelle la population locale à barrer la route à un groupe armé en gestation, en chefferie de Pandourou. Je profite aussi de votre micro pour appeler la population à regagner leurs villages respectifs aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité. Pour ce qui est des soi-disant groupes d'autodéfense en gestation dans la chefferie de Pandourou, j'appelle toutes les couches sociales de ne pas adhérer à ces mouvements, car cela n'apportera rien à la population. Pour rappel, il y a de cela une semaine que les jeunes de Mahagi, réunis au sein du collectif de jeunes leaders, ont échangé avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, sur la paix, la sécurité et le développement du territoire qui passe par la restauration de l'autorité de l'État. Le territoire de Mahagi partage la limite avec Aru et Djougou, où les forces armées mènent les opérations de neutralisation de la milice Codeco en vue de pacifier cette partie de la République. Revenons à Kinshasa où le ministre du Plan, Christian Mondo, a présidé la 113e réunion du comité exécutif de l'initiative pour la transparence des industries extractives en RDC visant la validation technique de la feuille de route de cette organisation œuvrant en République démocratique du Congo. Prévu pour le mois de janvier 2022, la validation technique de la feuille de route de l'ITIE RDC dont l'échéance court jusqu'au mois de mars 2022 évolue normalement. Évaluation faite jeudi 27 janvier 2022 au cours de la 113e réunion du comité exécutif de l'ITIE RDC présidé par le ministre du Plan qui était assisté de son vice-ministre. Pour le coordonnateur de l'ITIE RDC qui en a fait la restitution à la presse, toutes les exigences imposées par la norme internationale de l'ITIE ont été respectées. Mieux coté aujourd'hui, l'ITIE RDC compte rester sur cette lancée. Pour ce faire, plusieurs activités sont projetées au cours de l'année 2022, a annoncé Jean-Jacques Kayembe. Comité national de l'ITIE RDC, nous allons travailler sur la transparence et la redevabilité. Nous allons travailler sur l'axe de la préparation de la validation, parce que nous sommes en pleine validation. Nous allons travailler sur l'axe de la promotion du débat public. On va continuer avec les disséminations qui ont déjà commencé, et aussi le 5e axe, qui est l'axe de la lutte contre la corruption. Pour nous, c'est très important. Vous savez que c'est un axe qui est lié au programme du gouvernement et à la vision du chef de l'État. Autre question abordée au cours de cette séance de travail, l'élaboration des rapports ITIE RDC pour l'exercice 2020-2021. Le ministre d'État en charge du plan Christian Mondo, président du comité exécutif de l'ITIE RDC, a pour cette première réunion de l'année 2022 invité tous les membres à travailler d'arrache-pied pour faire de la RDC un pays référence en Afrique. Et puis l'Agence nationale pour la promotion des investissements en République démocratique du Congo a débuté ce lundi les activités lançant la célébration de ses 20 ans d'existence. À cette occasion, le directeur général de cette agence s'est prêté à un jeu de questions-réponses avec la presse au Grand Hôtel de Kinshasa. Anthony Kinzo est positif par rapport à tout le travail déjà abattu et promet de se pencher plus particulièrement désormais sur les cas des provinces. En marge des activités de ces 20 ans, l'ANAPI conviera toutes les personnes ressources possibles pour voir comment doubler des efforts pour plus de résultats lors des prochaines années.
Devant la presse et le parterre d'invités présents à ce point de presse, l'Agence nationale pour les investissements en République démocratique du Congo a dévoilé un logo spécial qui accompagnera tous ces événements en cette année 2022. 20 ans après, son actuel président du conseil d'administration, Hugues Toto, affirme qu'il y a de quoi être fier, vu le statut de la NAPI aujourd'hui. Après 20 années d'existence, il y a lieu de reconnaître que plusieurs évolutions ont été enregistrées avec l'apport de tous. Plusieurs réalisations ont été accomplies et plusieurs perspectives sont projetées pour les années à venir. C'est pour dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Son directeur général, Anthony Kinzo, a rassuré dans son discours et dans ses réponses face à la presse que la NAPI tâchera de rester au cœur de la transformation socio-économique de la RDC et continuera d'œuvrer en faveur de l'instauration d'une véritable classe moyenne. 20 ans plus tard, le mandat de la NAPI reste aussi pertinent que jamais. Toutefois, ce mandat doit évoluer pour permettre à cette institution de jouer pleinement son rôle de catalyseur de développement dans l'écosystème de notre économie. Notre mission est urgente. Elle est plus qu'urgente. Pour sa part, la NAPI tâchera de demeurer au cœur de la transformation économique de la RDC et de l'émergence d'une véritable classe moyenne congolaise. Un journaliste aura le courage de le dire plus tard, l'actuel directeur général a maîtrisé son sujet mieux que quiconque en ses 20 années d'existence. Seulement, Anthony Kinzo est modeste et a attribué naturellement le succès de cette agence à tous ses prédécesseurs qui ont chacun, à leur période, apporté une pierre importante à l'édifice. Rentrée académique à l'université Mapon, les nouveaux étudiants ont reçu un accueil chaleureux. Cette année, plus d'une cinquantaine d'étudiants viennent d'autres provinces de la RDC et même de l'Angola. Leurs témoignages émouvants peuvent pousser les potentiels candidats à s'inscrire dans l'une des prestigieuses universités de l'Afrique centrale. Près d'une cinquantaine d'étudiants nouvellement inscrits à l'université Mapon ont été honorés au cours d'une brève cérémonie des bienvenus, une tradition en vigueur dans cet établissement afin de les accueillir officiellement. L'événement, organisé par la coordination des étudiants, a eu lieu conjointement avec le lancement de l'année académique 2021-2022 et présidé par le recteur de l'université. Pour Jimmy Kalenga, l'université Mapon est indubitablement le Harvard de la République démocratique du Congo au regard de sa qualité de formation et ainsi que de son architecture très imposante en pleine ville de Kindu. La vision de l'université Mapon est vraiment une vision haute. Pour le nouveau venu, chacun a eu le mot juste, à l'exemple de Henri José, venu de l'Angola. Henri José a été spectaculairement ébloui par la beauté et la grandeur de la bâtisse. J'ai vu sur internet l'université Mapon, l'infrastructure, et j'ai vu les salles, les différents matériels qu'ils utilisent, et puis c'est ça qui m'a poussé de venir ici. Et je suis là sur place, je m'assois dans le tutoir, ça me plaît, je vois pour la première fois. Quelqu'un qui n'utilise pas les traits pour écrire au tableau. Si les bâtiments ont eu un effet sur Henri José, Jancy, venu de Mbujimaï, a été impressionné par les équipements du laboratoire. Ce qui m'a vraiment poussé à venir suivre mes études supérieures ici à l'université Mapon. Premièrement, ils ont un système LM2 et ils octroient des diplômes internationaux et ils ont aussi des laboratoires bien équipés. Et l'enseignement se fait non avec des craies, mais avec de l'intensité électrique. À l'université Mapon, la rentrée académique a été effective depuis le 5 janvier dernier, tel que recommandé par le ministère de tutelle. Et puis le nouveau numéro de la revue économique Congo Challenge est disponible en kiosque et en bibliothèque. C'est le volume 3, numéro 2, décembre 2021, avec des articles hautement scientifiques comme économique, politique des malédictions du développement économique, co-rédigé par le professeur Matata Pogno et Jean-Paul Ntassa. Et sur ce plateau, nous accueillons le professeur Jean-Baptiste Ntangona. Bienvenue, vous êtes directeur de la rédaction de la revue Congo Challenge. Bonsoir. Alors, c'est quoi la revue Congo Challenge et pour quel objectif a-t-elle été créée? La revue Congo Challenge existe depuis 2017 et donc de façon effective, ces publications ont commencé depuis 2019, ce qui fait que nous sommes au 6e numéro, mais pour chaque année on a un volume, ce qui fait 3 volumes.
Et l'objectif principal de cette revue, évidemment, est inscrit à la première page de cette revue, c'est d'être une référence scientifique et professionnelle en économie, en République démocratique du Congo dans un premier temps, évidemment en Afrique et dans le monde avec, au fil du temps. Alors, quelle est la particularité de ce volume 3 ? Ce volume 3 a la particularité d'abord de pouvoir faire hommage à un de nôtres, à notre vieux, à notre mentor, à notre grand, le professeur Tchonzambi Omer, qui est décédé le 23 décembre 2021, qui nous a quittés, et qui était un des membres permanents de la revue, disons du conseil scientifique de la revue. Deuxième élément, c'est ce numéro, et c'est un peu de ramasser un certain nombre d'articles qui traitent des questions économiques, essentiellement sur des questions de politique monétaire, de politique de développement et de la pauvreté. Alors, décrivez-nous le processus éditorial de la revue et dites-nous qui sont les principaux arbitres externes qui interviennent dans ce processus. Disons que cette revue a la vocation, elle se veut d'abord très élitiste parce qu'elle utilise les mécanismes de standards internationaux pour pouvoir fonctionner, notamment avec deux échelons de referee, d'arbitrage. D'abord l'arbitrage interne qui est composé par un certain nombre de professeurs qui sont dans le comité scientifique. Il y en a au moins 7. Et puis après, il y a un arbitrage externe. Donc lorsque l'article est accepté par les arbitres internes, l'article est soumis à nouveau pour les premières corrections aux auteurs avant d'être soumis à l'arbitrage externe. Donc ce sont des professeurs, des chercheurs qui sont externes à Congo Challenge, à la revue Congo Challenge, qui sont en Afrique, en RDC ou dans d'autres continents, et de réputation internationale. Et lorsque c'est leur avis qui compte plus que l'avis interne de la revue. Ce qui fait que donc pouvoir publier dans la revue Congo Challenge, ça pourrait vous prendre minimum 6 mois à 1 année, voire 2 ans. Et une dernière question, à qui est destinée cette revue ? Cette revue est destinée aux décideurs, qu'ils soient politiques, économiques ou autres. C'est la raison pour laquelle cette revue analyse des problèmes des politiques publiques. Professeur Tangoma, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Poursuivons ce journal, le calme est de retour à l'université de Goma après que quelques jeunes aient attaqué armes blanches à la main 3 institutions supérieures et universitaires ce lundi dans la matinée. La police qui est intervenue pour établir de l'ordre annonce avoir arrêté quelques jeunes impliqués dans cette attaque qui a fait plusieurs blessés et d'autres biens endommagés. Ils n'ont pas attaqué seulement l'UNIGOM, ils ont attaqué 3 institutions comme je l'ai dit. Ils ont commencé par les campus de Lac où ils ont caillassé des véhicules, je crois qu'il y a dimanche qui détiennent pas mal de personnes. Ils sont allés à l'ENIP, d'ailleurs les responsables de l'ENIP venaient de déposer une plainte contre ce voyou-là. Ils sont allés à l'ISTEM, ils ont fait de même, ils ont caillassé le bus académique des étudiants et voilà que parmi eux, nous sommes tombés sur un monsieur avec un couteau que vous avez vu là. Et pour moi, je ne sais pas les appeler étudiants avec des armes blanches, avec un comportement pareil, puisque les étudiants, c'est dans la science, pas dans les comportements qu'ils ont manifestés aujourd'hui. Et je crois qu'il n'y a plus rien à craindre parce qu'à partir même de demain, tous les sites universitaires vont être hyper sécurisés. Donc on peut tranquillement venir à l'université, il n'y a pas de souci. Et la confirmation de ce que je suis en train de dire va être faite par le commandant ville de la police nationale congolaise. Et l'université de Goma donne une garantie supplémentaire. À partir de demain, il y aura une clôture qui va être construite autour du Kinyumba, de telle manière qu'à l'avenir, des agresseurs de ce genre, des fauteurs de troubles de ce genre n'aient pas de facilité à accéder à nos sites.
Dans l'actualité également, exclusion de Jean-Marc Kabound à l'UDPS, la force grise pour la démocratie et le progrès social a pris acte du nouveau dispositif de gestion mis en place au parti présidentiel. Elle propose la mise en place d'une phase transitoire de gestion qui devra aboutir à la convocation du prochain congrès. Dans la foulée, la force grise pour la démocratie et les progrès sociaux rappelle aux uns et aux autres que l'UDPS Tshisekedi, contrairement à d'autres partis politiques, est fondée sur des valeurs démocratiques et patriotiques où les dirigeants sont l'émanation de la base et non les contraires. Que l'essentiel des préoccupations de toutes les forces du parti devrait être orienté vers l'unité du parti et la réorganisation de ces derniers dans la perspective de futures échéances électorales. Elle souhaite voir notre parti jouer pleinement son rôle de parti au pouvoir. Pour ce faire, la force grise formule les propositions suivantes à la nouvelle équipe dirigeante du parti. La mise en place d'une phase transitoire de gestion du parti qui devra aboutir à la convocation du congrès, placé sous le signe de renforcement et de modernisation du parti d'ici à la fin de l'année 2022 en cours. Les retours illico à l'octroi des cartes de membres ont envie de permettre à chaque combattant d'être convenablement identifié et étendre notre base. Rappelons que la force grise pour la démocratie et les progrès sociaux a eu déjà à travailler sur certaines de ces solutions et demeure disponible à les implémenter pour le bien de notre parti, poursuit-elle. Et puis un nombre important des députés du Parti progressiste et membres de la plateforme Ensemble pour les changements ont par une déclaration tenue ce lundi affirmé leur soutien total au chef de l'État Félix Tshisekedi, fustigeant par cette même occasion le comportement ambigu, voire imprécis de certains dirigeants de cette formation politique. Nous, députés nationaux progressistes membres d'Ensemble pour le changement présents à Kinshasa, après avoir passé en revue la situation politique de l'heure, considérant que l'adhésion à l'Union sacrée de la nation s'est faite librement et individuellement, de même que la décision d'accompagner le chef de l'État, déclarons, renouvelons notre confiance au président de la République ainsi qu'aux différentes institutions du pays et réaffirmons notre appartenance à l'Union sacrée de la nation sous le leadership de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Fustigeons l'attitude pour le moins ambiguë, voire contradictoire de quelques responsables d'Ensemble pour le changement, qui est différent d'Ensemble pour la République, parti nouvellement créé, quant à l'appartenance de cette plateforme à l'Union sacrée de la nation, car l'opinion constate que tout en participant au gouvernement de la République, certains de ses leaders s'illustrent par des propos et des attitudes qui ne laissent aucun doute sur leur volonté réelle de torpiller l'action du chef de l'État et de déstabiliser les institutions de la République. Exigeons que tous les membres d'Ensemble pour le changement qui occupent des fonctions dans les institutions clarifient leur position, car l'heure n'est plus à l'hypocrisie et tirent toutes les conséquences de leur refus de partager le bilan de gestion des affaires de l'État tel que distillé dans l'opinion. Demandons à être dorénavant considérés comme une entité à part entière dans les pourparlers en cours et à venir, fort de notre poids politique constitué de plus de 40 députés nationaux sur les 70 que compte Ensemble pour le changement. Et puis l'Alliance des paysans et indépendants continue à enregistrer des adhésions massives. Les professeurs et étudiants ont manifesté leur volonté de continuer la vision de Joseph Kabila dans ce parti ultra-kabiliste. Regardez. Chaque jour qui passe, le parti politique Alliance des paysans et indépendants continue à s'agrandir. À ce jour, ce sont les professeurs d'université, chefs des travaux, assistants et une centaine d'étudiants qui sont venus adhérer massivement au parti politique. Une satisfaction pour l'autorité morale, Joseph Kokonyangui, qui a tant relevé les défis pour 2023. En 2023, en 2023, que l'on puisse avoir 70% de l'élection du candidat de Kabila ou Kabila lui-même. Vous comprenez? C'est ça notre objectif.
Et cet élu de Kabila doit avoir des députés. Des députés. Vous avez vu comment cette législature a trébuché. Nous devons continuer comme ça. Parce que nous pensons qu'il n'y a que Kabila qui peut conduire cette nation. Les nouveaux adhérents promettent d'accompagner la vision de Joseph Kabila Kabange et celle de Joseph Kokonyangi pour les élections de 2023. Pendant ce moment, il y a des partis politiques au pouvoir qui chassent des gens. Et ces mêmes gens-là viennent adhérer au parti ultra-kabiliste. C'est-à-dire les gens comprennent qu'au parti ultra-kabiliste, c'est là où il y a l'avenir. Et l'avenir, c'est la jeunesse. Il y a 99% des gens qui ont adhéré ici, ce sont des jeunes. Cérémonie d'échange de vœux à l'AFDC entre les présidents communaux de la ville-province de Kinshasa et Modeste Batil Kwebo, autorité morale de ce parti et président du Sénat, représenté par la présidente nationale par intérim Marie-Jacqueline Roum. Une occasion pour les cadres et militants de ce parti d'échanger leur expérience politique. Moment riche en couleurs qui a réuni les présidents communaux de la ville de Kinshasa et plusieurs militants et hauts cadres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo dans la grande salle d'Africana Palace à Kinshasa. La présidente nationale par intérim de l'AFDC, qui a représenté l'autorité morale Modeste Bahati, a appelé les différents présidents communaux à plus d'unité avec les fédéraux et à redoubler d'efforts pour une victoire éclatante de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle de 2023 et à tous les niveaux. Si nous voulons espérer la victoire aux échéances 2023, il faut que nous marchions en ordre, ensemble. Pour sa part, le caucus des présidents communaux de l'AFDC ville de Kinshasa a retracé les grandes activités menées tout au long de l'année 2021 en vue de la redynamisation du parti et en prévision des échéances électorales de 2023. Les communaux de la ville-province de Kinshasa ont voulu mutualiser leur énergie afin d'échanger leur expérience. Surtout que nous allons tout droit vers l'année électorale. Aujourd'hui, nous avons voulu, nous qui sommes les ouvriers de la base, dire à l'autorité qu'on ne peut pas aller au front sans munitions. Et l'autorité qui sait que nous devons aller au front parce que c'est un combat. Et nous lui demandons seulement de nous donner suffisamment de munitions pour qu'on ne tombe pas à court en plein combat. Autre temps fort de cette cérémonie, c'est la remise du mémorandum des présidents communaux de la ville de Kinshasa à la présidente nationale par intérim de l'AFDC. C'est autour d'une table et dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée cette cérémonie festive. Et après avoir donné un ultimatum de 3 jours au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, pour qu'il remette de l'ordre dans cette institution dont il accuse des mégestions conformément à la Constitution dans son article 101, alinéa 4, le député national Gratien Irakan de Saint-Nicolas serait victime des menaces de mort orchestrées par des personnes bien identifiées. À cette occasion, la population de Mahagi à Bunia, son fief électoral, demande au service de sécurité de prendre des dispositions utiles pour protéger ce digne fils de la province de l'Ituri et sa famille biologique. Pour avoir décrié la mégestion politique et administrative à l'Assemblée nationale, le député Gratien Irakan est actuellement, selon ce proche, sujet des menaces de mort proférées par des personnes bien identifiées dans les sillages de parlementaires. C'est dans ces cadres que les habitants de Mahagi font bloc et dénoncent un complot en cours contre ce digne fils de la province de l'Ituri. Population du territoire de Mahagi avons appris avec amertume les menaces de mort proférées intentionnellement à l'endroit de notre digne fils à la personne de l'honorable Gratien de Saint-Nicolas Irachan Ounen par des personnes bien identifiées. Mettons en garde une frange des députés membres du collectif des députés nationaux des 26 provinces, C26 en sigle. Des menaces orchestrées par M. Mbosso Kodia Pwanga, président de l'Assemblée nationale. Demandons aux services de sécurité de prendre des dispositions utiles pour la protection de notre fils bien-aimé ainsi que de sa famille biologique présentement à Kinshasa.
Nous ne tolérons jamais, de quelque forme que ce soit, toute tentative allant dans le sens de vouloir l'intimider, à ne pas dire la vérité. Sa base électorale de Bunia plaide pour l'implication de services de sécurité pour sa protection et celle de sa famille biologique en cette période que le peuple attend le salut de la République démocratique du Congo à travers des véritables parlementaires. Rappelons que le bureau Mbosso est sur une chaise éjectable. Le collectif des députés nationaux de 26 provinces sous Gratien Irachan de Saint-Nicolas menace d'enclencher une procédure de déchéance du président du présent bureau de l'Assemblée nationale qui s'affiche selon lui comme un sous-ensemble de la présidence de la République. Et puis les ministères pentecôtistes Lève-toi pour la mission vient de clôturer son séminaire de 3 jours au cours duquel l'Église a prié pour la restauration de la paix dans l'Est de la RDC. Les détails dans cet élément. Après 3 jours de séminaire d'élargissement au ministère pentecôtiste Lève-toi pour ta mission, le pasteur Baudouin Kitenge a clôturé les assises par un message puissant basé sous les thèmes centrales tirés du livre de Genèse chapitre 26 verset 2. Maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Séminaire d'élargissement. Alléluia. Ce séminaire a connu 2 autres orateurs, dont Révérend Clément Senda, aumônier de la paroisse protestante de l'UPN, ancien Patrick KN, pour l'hôte de la manifestation. C'est une occasion pour que la République démocratique du Congo retrouve la paix dans sa partie Est. Il a mis fin à tout ce qu'il y a comme limite, comme servitude, comme situation désastreuse. Il a décrété un élargissement de la vie de chacun de nous, particulièrement, et l'élargissement de notre pays. On me dira élargissement avec tout ce marasme économique que nous connaissons, avec toutes ces tueries qui sont à l'Est. Moi je dis, un enfant de Dieu ne se laisse pas influencer par les circonstances. MIPLEM et ses extensions continuent à prier pour que l'autorité de l'État soit retrouvée sur toute l'étendue du territoire national de la RDC. Et puis, c'est une soirée d'action de grâce et d'échange de vœux riches en couleurs qui a vécu hier dimanche à Lubumbashi. Le groupe Gospel Lael Ministry, tenu par le couple Huguette et Bob Amici, a réuni plusieurs musiciens chrétiens et d'autres convives autour de la louange et de l'adoration, suivi d'un dîner afin de consacrer cette nouvelle année entre les mains du Seigneur. Cette soirée d'action de grâce et d'échange de vœux a eu lieu le dimanche 30 janvier au siège de Lael Ministries, situé sur l'avenue Kassangoulou à Lubumbashi, en présence de plusieurs invités dont les pasteurs, les artistes musiciens, les frères et sœurs en Christ, venus de différents coins de la province du Haut-Katanga. Le couple Huguette et Bob Amici, visionnaire de Lael Ministries, a choisi la fin du mois de janvier pour présenter sa vision annuelle au peuple de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est la substance du mot des circonstances prononcé par le berger Bob Amici devant les convives venus partager des moments de bonheur avec ce groupe qui évolue depuis maintenant 12 ans dans la musique gospel en République démocratique du Congo. Bonsoir et bienvenue à cette soirée d'action de grâce et d'échange de vœux en ce début d'année 2022. Le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser cette soirée en guise de reconnaissance face à tous ses bienfaits. L'ambiance était de bon enfant. La sœur Huguette Amici a plongé l'assemblée dans une forte louange en exécutant quelques cantiques de son répertoire musical. Par la suite, le stage a été cédé aux autres musiciens pour poursuivre avec la louange et l'adoration à l'Éternel. Les artistes Alka Mbumba, Daniel Lianel, Ben Mayombe, Sylvie Kibawa, pour ne citer que ceux-là, ont tour à tour agrémenté cette soirée d'action de grâce à l'Éternel. À cette même occasion, quelques personnes ont rendu témoignage, démontrant ainsi la puissance de la main des dieux. Pour joindre l'utile à l'agréable, un repas copieux a été offert aux invités par Lael Ministries, qui compte actuellement à son actif un studio moderne d'enregistrement audio, une salle polyvalente et quelques activités connexes. Il est à noter qu'en 2022, un nouvel album de ce groupe est attendu sur la scène musicale gospel.
Et en ce début d'année, la dynamique Unité Koussou a organisé une cérémonie d'échange de vœux et de lancement de la caravane culturelle. Il a été question d'un rapprochement des ressortissants de ce groupement autour d'un échange. Il était grand temps pour que les fils et filles Koussou se retrouvent dans une dynamique. Donc, je suis tout à fait content dans la mesure où les Koussou sont en train de retrouver leur identité réelle. Ils s'installent, comme le mot le dit, un mouvement d'ensemble qui fait que un Koussou partout où il est, il doit sentir, il doit savoir que l'autre c'est son frère et qu'ensemble, lorsqu'ils se mettent ensemble, ils peuvent travailler pour le développement de notre contrée ou le développement de chacun d'entre nous. Par cette cérémonie d'échange de vœux, la dynamique Unité Koussou a voulu appeler les uns et les autres à l'unité pour le développement de ces regroupements et lancer la caravane d'éveil culturel. En tant que Mokoussou, je reconnais assez qu'on est un peu dispersé par-ci par-là. Et l'initiative, ça tombe au bon moment parce que sans l'unité, sans cet rassemblement, c'est vraiment compliqué pour évoluer encore plus. Donc c'est un peu ça, je suis très contente. Une occasion pour les membres de la Fondation Fobija, conduite par leur coordonnatrice, de remettre au général Oleko un diplôme d'excellence pour son engagement pour la nation. L'occasion d'aujourd'hui, c'est justement pour que nous puissions donner la nouvelle à ceux qui ne le savaient pas à travers les médias que vous êtes. Et puis nous leur annonçons que nous allons envoyer une caravane pour pouvoir leur parler, leur dire des bienfaits de ce que nous voulons faire. Voilà, et nous les appelons qu'ils viennent tous. Vous savez, un fil, il casse vite. Mais lorsqu'il y en a plusieurs ensemble, il casse moins vite. C'est sous une belle ambiance que la cérémonie se clôture par ces repas de famille. Et puis le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, a volé à la rescousse de l'équipe du complexe scolaire Matumaini de Kindu, venue à Kinshasa, représenter le Maniema au tournoi organisé par la FECOFA. Abandonnés à leur triste sort à l'aéroport de Njili, le patron de l'économie a disponibilisé une enveloppe afin de leur permettre de regagner Kindu. En véritable père et bon samaritain, le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Yuma est allé à la rescousse des élèves du complexe scolaire Matumaini de la ville de Kindu qui ont représenté la province du Maniema au tournoi panafricain de football interscolaire organisé par la FECOFA à Kinshasa. Fort malheureusement, ils étaient abandonnés à leur triste sort à l'aéroport d'Njili. Afin de permettre à ses enfants de regagner Kindu, Jean-Marie Kalumba a disponibilisé une enveloppe venant de sa poche et pour plus de transparence, le patron de l'économie nationale a préféré remettre en main propre cet argent à chaque enfant. Un geste salué par Amouri Lukamba, membre du comité exécutif de la Ligue de football du Maniema et chef de la délégation. D'abord rendre visite à notre papa, à notre grand frère. Il était pour nous important de venir d'abord présenter nos civilités à notre fils qui fait la fierté de cette province dans ce gouvernement. Son Excellence a voulu juste savoir si ses enfants se sont bien produits parce qu'il était déjà informé que nous sommes venus jouer au tournoi panafricain interscolaire et il était pour lui aussi important de voir ses fils. Or, il nous a félicité pour les performances que nous avons pu réaliser malgré les difficultés qu'on a rencontrées pour atteindre la ville-province de Kinshasa. Nous sommes satisfaits. Pour la première fois, dès que nous avons annoncé que Excellence, nous voulons vous voir, il a été réceptif et il nous a reçus. Il nous a encouragés. Il a encouragé ses filles et ses fils de continuer avec les études parce que lui-même, il est le fruit de l'Institut de Kindu qui est venu représenter la province du Maniema. Une joie manifeste de ces joueurs et joueuses face à cet acte posé par ces dignes fils de la province du Maniema. 1-0, c'est le score du match amical organisé par la Coordination nationale de la jeunesse du Parti Lumumbiste unifié. Ce match se jouait en présence d'un invité d'honneur, l'ancien léopard Lelo Mbele. Le terrain Massamba à la 13e rue Limité a servi de cadre pour ce grand match amical entre le FC Meigné
et la Sénarisha. Après 90 minutes de jeu, le FC Meigné, qui a gagné sur le score d'1-0, a reçu une enveloppe d'encouragement et une coupe de la part de la Coordination nationale de la jeunesse lumumbiste qui a organisé ce match dans le cadre des activités commémoratives de la disparition de 2 héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Rich Kimbangu, coordonnateur national adjoint de la jeunesse lumumbiste, a sensibilisé ces jeunes joueurs au travail et à s'imprégner de la lutte que Lumumba avait débutée, puis matérialisée par Antoine Gizenga et aujourd'hui poursuivie par le secrétaire général et chef du parti lumumbiste unifié, le professeur Willy Makiashi. Que le parti lumumbiste est en train d'accompagner la jeunesse sous différentes formes, tant dans tous les secteurs, que ce soit dans l'entrepreneuriat et ainsi que dans les activités sportives. Quel est l'objet de la rencontre de cette journée? Le parti cinquantenaire place la jeunesse dans l'un de ses axes prioritaires, conformément à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui aspire à une jeunesse d'élite. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé ce lundi à Mwanda, dans le Congo central, les travaux de construction du port en eau profonde de Banana. Ce projet doit développer les capacités de la RDC en termes de commerce et logistique. Et dans le Haut-Katanga, la population est dans la psychose suite à l'incursion des rebelles Bakata Katanga dans le territoire de Mitwaba. Mais la situation est déjà sous contrôle des FARDC. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu au www.tele50.cd et sur la bande défilante. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.